Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à toutes pour ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Damien Losco-Rémy. Salut Damien. Salut. Alors Damien, on est venu pour parler de ton mental essentiellement et de ton actualité sportive aussi qui se précise avec un prochain combat qui va arriver bientôt, il me semble. Le 26 février, à l'occasion du Hexagone MMA numéro 3, la 3e édition, à Reims. Donc ça arrive bientôt, en pleine préparation. Alors il y a quelques semaines, j'étais allé à la rencontre de Lucie Berthaud, une athlète MMA. Donc je suis content d'aller cette fois-ci à la rencontre d'un athlète MMA masculin. Donc le MMA c'est un peu c'est quelque chose qui est en vogue, c'est quelque chose qu'on aime bien, il y a cet esprit un peu dans la cage, un peu tous les coups sont permis, un peu bestial, on peut pas sortir, c'est top. Et en lisant un petit peu en tout cas pour prendre connaissance un petit peu de qui tu étais, puisque finalement la MMA débarque en France et on connaît pas tout le monde. J'ai vu que tu avais des petits surnoms un peu spéciaux, atypiques, Blacklist, Hulk. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus? On peut peut-être commencer par le Blacklist. Donc en fait, ce surnom en fait, il est venu un petit peu en fait avec le temps. En fait, j'ai passé 2 ans à ne pas pouvoir combattre parce qu'il y a eu la situation bien évidemment mondiale, donc la pandémie de Covid. Et surtout, j'avais des difficultés, et j'ai toujours des difficultés à trouver des adversaires. Les organisations ont toujours des difficultés. À chaque fois, c'est oui, c'est non, c'est oui, mais on n'a pas assez de temps de préparation, oui, mais donc je me suis retrouvé à un moment donné à toucher un peu du doigt toutes les organisations, sauf qu'ils me trouvaient jamais d'adversaire. Donc à un moment donné, si tu veux, j'en ai eu un peu marre. Donc sur les réseaux, je me suis dit tiens, autant être blacklisté. Donc je dis entre guillemets, Donc je me suis dit tiens, en plus ça sonne bien. En plus je regardais la série du même nom, Blacklist. Donc je trouvais que ça sonnait bien. Donc je m'étais dit allez, va pour Blacklist. Jusqu'à l'arrivée d'Hexagone MMA et puis le combat que j'ai effectué au 30 octobre. Ensuite, on a aussi donc atypique. Donc pourquoi atypique? Parce que je suis dans la vie comme dans le combat, je suis un combattant en fait, une personne en fait atypique. J'essaie toujours de sortir j'aime pas être conventionné, j'aime pas trop être emprisonné dans certains codes. Donc en fait pareil dans la cage, je fais des coups qui sortent un peu de l'ordinaire. Quand je fais mes entrées, pareil, j'essaie toujours qu'elles soient très musicales et très dansantes, chose qu'on voit rarement en fait en MMA. Plus quelque chose de très renfermé, très concentré. Moi, au contraire, j'ai besoin d'évacuer. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là atypique, si tu veux. Je comprends un peu mieux maintenant le mot atypique. C'est ça. Alors, il y en a un troisième, c'est Hulk. Comment? Hulk, ça te parle? Non, du tout. Alors, je crois que c'est
le Hulk français du MMA. C'est Ouais, un bon. nouveau surnom qu'on t'a donné, ça te convient ou c'est Ouais, toi? non, ça doit être un nouveau surnom, mais bon, j'en ai plein. Tu sais, j'ai eu aussi, je sais pas si tu as connu le jeu Street Fighter. Oui, oui, bien sûr. Un jeu vidéo, il y avait un grand mec avec un œil bandé, là, Sagat, qu'on appelait Sagat, qui venait de la boxe thaïlandaise. Et souvent, si on m'appelle Sagat, on peut m'appeler aussi Hitman. Ah ouais, en fait, t'es un super-héros presque. Tu viens de- Bah écoute, de ce que les gens disent, surtout quand ils trouvent des noms des surnoms en fait, des nicknames, c'est souvent apparenté à des super-héros. Donc, mais c'est jamais moi qui me les attribue. Ouais, c'est rigolo, moi je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Ouais, carrément. Alors, avant d'attaquer la thématique du mental, dans la saison 2, là, j'ai pour habitude de faire un petit portrait chinois de mon invité. Et est-ce que tu es OK pour te prêter à ce petit jeu? Je te pose quelques Nickel, questions et tu y on y réponds. va. Ça permettra à tout le monde de mieux te connaître, surtout sur tes goûts. Allez, bah, du coup, on est parti. Donc, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi? Euh, le noir, parce que j'adore cette couleur. Je suis toujours habillé quasiment en noir. Et pourquoi cette couleur? Parce que bah c'est de l'ombre que naît la lumière. Donc j'aime aussi ce petit proverbe, cette petite citation. Et comme je suis quelqu'un qui aime aussi être dans l'ombre, pouvoir ressurgir au bon moment et quand il faut, donc je choisirais le noir. Ok, on prend. Je le retiens. Pour sortir vers la lumière. C'est beau. C'est ça. Le dernier livre que tu prendrais pour... si tu devais partir et si tu n'en avais qu'un seul, tu prends lequel avec toi dans tes bagages? Si ça devrait être un livre, l'art de la guerre. L'art de la guerre. Ah ouais, il est bien celui-là aussi. L'art de la guerre. Ouais. Tu t'en inspires pour tes combats? Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Ouais. Ça peut m'arriver. Bon allez, quelque chose de plus délicat. Si t'étais une fleur, tu serais laquelle? Ah, bah, alors, ouais. Si j'étais une fleur, je dirais juste le coquelicot. Le coquelicot. Pourquoi le coquelicot? Parce que c'est la fleur préférée de ma maman. Ok, bon, une petite dédicace à maman alors. Voilà. C'est ça. Toujours. Alors si tu étais un objet, tu choisirais lequel? Si j'étais un objet, je pense que je serais une horloge. Parce que j'aurais la sensation de maîtriser le temps. Ah ouais, ça aussi tu vois, c'est souvent Ouais. sympa de faire ces petites Ouais, questions c'est parce sympa. que ça amène comment dire, des retours des invités qui sont totalement différents les uns des C'est autres et vrai. c'est assez incroyable. Si tu devais choisir une innovation, Une innovation, bah, je dirais forcément dans le domaine médical. C'est-à-dire une innovation, c'est vous savez un peu dans les films de science-fiction quand on rentre dans un sas, on ferme le portillon et tous nos bobos sont régénérés en l'espace de 10 minutes. Ça, ce serait génial, je pense, pour l'ensemble de la population aussi. ah ouais, puis surtout quand on fait du MMA, je pense que la récup elle doit être sévère après. Exactement. Quand on voit le temps de récupération qu'a eu Lucie Berthaud par rapport à son œil et au coup qu'elle a pris dans l'œil après le combat, moi j'avais mal pour elle quoi. Du coup, c'est vrai que si on pouvait s'auto-guérir en peu C'est de vrai. temps, ça serait chouette. En plus, t'es bien placé puisque du coup, toi, t'es naturopathe, t'es spécialisé dans les douleurs articulaires et musculaires. Exactement. Donc du coup, c'est un peu ton domaine. Carrément mon domaine. Allez, on passe sur une question qui est très plus au ventre. Si t'étais un plat cuisiné, tu choisirais lequel? Un plat cuisinier.
Euh, je dirais le Carré Poulet de la Réunion. Ok, t'as des origines de là-bas? Voilà. Alors, pas, comment dire, à distance, parce que c'est les origines de ma femme et donc aussi de ma fille. Et je suis très attaché à cette île. Et donc voilà, pour tout ce que ça représente, un bon carré poulet, bien pimenté, avec haricots rouges. Bon, on profite pour faire un petit coucou à Sissi Cusso que j'essaye d'attraper pour faire son interview et qui est sans cesse, qui est à la Réunion et qui est D'accord. une runneuse et qui s'entraîne certainement là-bas en ce moment. Ah bah oui, pour la Diagonale des Fous, C'est ça. à La Réunion. C'est ça, c'est ça. Alors, si tu devais choisir une planète, tu choisirais laquelle? Bah, je dirais Mars. Mars parce que bah, c'est toujours en référence dans la mythologie, si vous voulez, romaine, c'est celle qui représente Mars, c'est la guerre, c'est le dieu de la guerre. Donc, par rapport à mon activité de combattant, je pense que c'est celle qui sera le plus représentatif et à mon esprit aussi. Ok, va pour le dieu de la guerre. Bon, C'est ça. tu l'as sollicité là pour le prochain combat, le dieu de la guerre? Pas encore. C'est Encore. toujours au dernier moment. Toujours au dernier moment. Si tu choisis un moment de la journée, Le matin. Tôt le matin, j'aime cette sensation. Voilà, on sort du lit, la journée démarre, on prend le petit déjeuner. Voilà, faut que ce soit cool, de bonne humeur. Et... Ouais, le matin, tout de suite. si tu devais choisir un art, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisirais la peinture, être peintre, parce que je trouve que c'est l'exécution, c'est la finalité de ce que notre esprit est en train d'imaginer. Donc c'est la terminaison en fait donc je trouve que ça exprime aussi il y a beaucoup de relations pour moi entre par exemple les artistes, la peinture, la musicalité, les compositeurs et ce que nous on va faire aussi en MMA. Donc ouais, je pense que ouais, la peinture. Ok, adjugé, vendu pour moi. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? Euh, je dirais alors juste, j'essaie toujours de faire les choses le plus juste possible, toujours avoir un avis le plus juste possible. Donc je pense que ouais, une de mes qualités c'est la justice. Enfin, ma perception en tout cas de la justice. On n'a pas tous la même perception. Ouais, c'est vrai que en fonction des cas, on peut avoir des perceptions différentes. Surtout de l'appréciation des situations. Exactement. Allez, une petite dernière et après on parle de mental. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu préfères, ça serait laquelle? Le printemps. Le printemps, c'est le bon compromis entre voilà, c'est la bonne température, c'est les couleurs, c'est les fleurs qui naissent, c'est ouais, le printemps, j'adore, c'est les oiseaux, c'est la nature qui s'exprime dans son plus large spectre pour moi. Le printemps, ouais. Alors, on va passer du coup sur la partie qui est là. Je te remercie pour ce petit portrait chinois qui nous permet de connaître un petit peu plus tes goûts et ce que tu aimes. Là, on va parler de ton mental et pour encore mieux apprécier ton mental, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelques mots sur ton parcours à la fois dans le sport, mais tu peux aussi nous parler de ta profession également? D'accord. Alors sur mon parcours tout d'abord dans le sport. Donc j'ai commencé comme tout le monde par le football, donc sport co. Mais j'ai très vite arrêté à l'âge de 12 ans. Voilà,
j'étais pas fait pour les sports collectifs. J'ai toujours été, j'avais besoin d'une concentration aussi individuelle. Donc j'ai voulu me diriger vers les sports de combat. Donc par rapport aux films d'arts martiaux, voilà, c'est des choses toutes bêtes. Hein. C'était des petites séries télé, Walker Texas Ranger. Voilà, je trouvais ça génial quand il y avait des bagarres, maîtriser l'adversaire sans forcément aussi mettre de force, les Steven Seagal, etc. Donc j'ai commencé par le Shuriji Kempo, un art martial coréen. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, mon côté atypique faisait que j'aimais pas trop être trop cadré dans la martialité. Donc c'est par la suite que je me suis dirigé plutôt vers les sports de combat. Donc la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise. Alors à l'époque on n'appelait pas ça le MMA, on appelait ça encore le free fight. Donc là c'était une forme qui était beaucoup plus libérée dans ses règles. Et puis après par la suite la lutte, le grappling, le jiu-jitsu brésilien pour essayer d'être un combattant le plus complet possible. Parce que moi ma recherche personnelle elle est d'être le combattant en fait ultime. Le combattant ultime pour moi c'est celui qui va combattre dans toutes les disciplines, y compris le MMA bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai toujours recherché à combattre dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, la seule discipline dans laquelle je n'ai pas combattu, c'est la boxe anglaise, parce que j'ai jamais eu l'opportunité ni l'occasion, mais j'ai combattu dans toutes les disciplines. Donc c'est ça aussi qui fait ma force de caractère, c'est que j'ai toujours essayé de me mettre en danger dans parfois des disciplines qui n'étaient pas de prédilection. Voilà. Donc c'est un peu mon parcours abrégé parce qu'il a été très long et semé d'embûches, notamment par quelques petites blessures que j'ai eues, en parler, les ligaments croisés antérieurs, etc. Et vous allez voir parce qu'il y a une relation avec le métier que je fais aujourd'hui. Alors donc par rapport on va parler juste des ligaments croisés antérieurs et du déplacement du ménisque, j'ai dû me faire opérer et j'ai bénéficié donc c'est il y a plus d'une dizaine d'années, du centre de rééducation à Cap-Breton. Donc là, on était vraiment dans une structure professionnelle médicale et on est vraiment en collaboration avec des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des préparateurs physiques de très haut niveau. Et j'étais l'un des seuls athlètes qui passait mon temps à essayer de comprendre pourquoi j'étais blessé, pourquoi je faisais cet exercice. Vraiment, j'ai toujours essayé ne serait-ce aussi qu'avec les chirurgiens. J'étais constamment dans l'apprentissage et je trouvais ça très intéressant. Et par la suite, sur le métier donc de naturopathe spécialisé dans les douleurs articulaires et musculaires, c'est ce qui m'a vraiment guidé à faire ce cheminement. Je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter aux sportifs, qu'est-ce que je peux apporter aux personnes aussi lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la salle de sport, qui fait son petit rameur, qui fait sa séance de crossfit ou autre chose et qui vont accumuler des petits bobos, des tendinites. Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice, sachant que je pouvais pas retourner en études. Donc je pouvais pas retourner en études en faisant le parcours classique de kinésithérapie parce que à l'âge de 19 ans déjà je vivais déjà tout seul. Donc j'avais pas l'opportunité ni la possibilité de pouvoir le faire. Donc je suis tombé en fait sur la naturopathie, la médecine alternative et donc j'ai passé en fait 2 ans et demi d'études pour pouvoir exercer le métier que je fais aujourd'hui. Donc mon métier dépend aussi vraiment de ce que j'ai fait au niveau sportif et des rencontres que j'ai pu faire au fur et à mesure des années. Voilà. C'est un peu mon parcours un peu abrégé parce que sinon on aurait besoin de 2 heures pour parler. C'est un petit peu mon parcours. D'ailleurs là on est dans mon bureau. Si je peux faire, il y a tous les diplômes là qui sont affichés que j'ai passé. Donc
Donc voilà. Donc là, on est dans mon bureau aujourd'hui. Bon, bah, génial, on est venu faire une consultation presque. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce parcours qui nous permet finalement de mieux te connaître. Tu as évoqué quand même des embûches dans ton parcours sportif, des blessures, et puis finalement le fait de t'assumer dès 19 ans pour enclencher ta propre vie, hein, ce qui n'est jamais sans difficulté. Si alors on va parler un peu du mental. Si tu devais définir le mot mental, ça serait quoi toi ta propre définition? D'avoir un bon mental, c'est ça? Avoir un bon mental ou qu'est-ce que le mental pour toi? Bah, le mental, c'est de se conditionner déjà à une échéance. Le mental, il passe aussi par prendre du plaisir. Ça veut dire que, par exemple, là, je suis en préparation. Je m'entraîne quasiment 2 fois par jour et je prends autant de plaisir. Le mental, il passe aussi par là. Il passe aussi par là. C'est pour moi la clé. C'est si un jour, voilà, on s'entraîne à reculons, c'est que déjà mentalement, il y a quelque chose qui commence à coincer. Donc c'est prendre du plaisir aux entraînements, se conditionner à une échéance. Et par exemple, moi, dans mon mental, j'ai besoin même si je combats en poids lourd, j'ai besoin dès que j'ai mon échéance, de commencer une diète. Donc, c'est-à-dire d'être carré sur la diète, à manger à des heures fixes, à m'entraîner à des heures fixes, d'installer une routine. Donc ça, c'est très important pour moi, d'installer une routine en fait quotidienne qui va me permettre de pouvoir rester concentré, prendre du plaisir. Donc c'est donc pour moi c'est ça en fait la définition d'un bon mental, et c'est de se conditionner pour une échéance avec bien sûr hein, chaque athlète est différent. Je connais des athlètes, ils téléchargent la photo de leurs combattants, ils la mettent dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur salle à manger. Non, moi je suis pas du tout comme ça, je me conditionne proprement et ça commence déjà par comme je vous ai dit par la diète et une rigueur sur l'entraînement et la globalité de la préparation. Ah, je savais pas qu'il y avait des athlètes qui affichaient la photo là, et qui leur lançaient des fléchettes. Si, il y en a pas mal. Ouais. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Alors du coup, là tu nous parles un petit peu de ta manière de préparer tes combats. Et est-ce que tu as une préparation mentale personnelle que tu mets en place tout au long de l'année ou avant tes combats? Comment tu t'y prends? Alors pas forcément parce que en fait j'ai mon frère qui est préparateur mental. Super. Aussi. Donc il fait partie aussi de l'équipe. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai évacué en fait. Pour moi en fait, quand je combats, c'est ce que je dis toujours, c'est un spectacle. Je mets pas ma vie en danger. C'est quelque chose de volontaire. On m'impose pas à rentrer dans une cage. Donc j'ai totalement en fait sorti de ma tête le fait de me dire perdre c'est dramatique, décevoir les gens c'est dramatique. Non, je viens dans la cage pour moi, je combats pour moi. Et j'ai pas de préparation spécifique parce que je suis vraiment très relâché en fait, même en combat, ne serait-ce qu'avant le combat. J'ai cette faculté là que je n'ai pas toujours eu. En fait, le facteur déclenchant, si tu veux, ça a été quand j'étais en équipe de France de MMA amateur. Donc, on avait combattu à Las Vegas lors des championnats du monde. Et j'ai perdu au premier tour par un étranglement arrière, donc soumission au premier round. Et donc, si tu veux, j'ai été dévasté par cette défaite. Moi, je le dis, hein, j'en ai pleuré pendant 2-3 jours. Et je me rendais compte qu'en fin de compte, quand je combattais à cette époque-là, je combattais pour rendre fier mes entraîneurs, pour rendre fier ma famille, mes amis, et ça me donnait une pression en fait supplémentaire. Donc c'est quelque chose que j'ai extrait totalement
Et maintenant, si tu veux, ma force, c'est de me dire, si j'ai pas triché dans la préparation du combat, si j'ai toujours été sérieux, le combat, c'est le combat. Ça veut dire que je peux gagner, je peux perdre, mais tant que j'ai pas triché avec moi-même et les autres, il peut arriver n'importe quoi au combat. Donc c'est pour ça en fait que j'ai ce relâchement en fait total. C'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de prendre un KO. J'ai pas peur de prendre une soumission parce que ça fait partie en fait du job tout simplement. Voilà. Voilà qu'en fait comment moi j'arrive à me conditionner. Ok, donc là je retiens deux choses. Donc, tout à l'heure tu parlais de plaisir, donc j'en déduis que finalement la notion de plaisir c'est quelque chose d'important pour toi en termes de mental déjà, pour aller t'entraîner, pour aller au combat. J'en déduis aussi que bah, du coup comme c'est quelque chose que tu fais pour toi, ça finalement t'as une grande connexion avec toi-même et finalement j'en viens à dire que tu t'es extrait du regard des autres pour être plus performant. Exactement, c'est ça. T'as défini exactement ce que je voulais dire. Ma performance, elle est pour moi. Alors bien sûr, quand on gagne, je suis le premier à remercier tout le monde, etc. Mais pour moi, ça fait un combat, ça fait partie juste du parcours. C'est juste un chemin, c'est un croisement. Et voilà, je crois qu'on a tous une destinée. Et je dis toujours, si ça devait se faire là, c'est que ça devait se faire. Si ça devait pas se faire, c'est que ça devait pas se faire. Voilà un peu ma philosophie. Et c'est ce qui m'extrait beaucoup de pression en combat. Ouais, c'est une méthode intéressante à pouvoir transposer à d'autres pratiques. J'en reviens un petit peu sur ce fameux combat où tu as finalement perdu ce combat là à Las Vegas, t'en parlais. Oui. Finalement, est-ce que grâce à ce combat, parce que si t'as perdu, c'est que du coup, quand on perd, généralement, c'est quand on n'accepte pas forcément, on considère que c'est un peu un échec, et on a du mal à l'accepter, parce que finalement, ça nous rend triste et finalement, ça a des effets sur notre, comment dire, sur nos émotions. Ce combat, est-ce qu'il t'a servi déjà, est-ce que tu t'es donné ce droit à l'échec, est-ce que ça a changé un peu ta vision? Et est-ce que ça a construit une nouvelle confiance en toi, le fait d'avoir eu cet échec? Bien sûr. Pour moi, en fait, ce combat-là, c'est le départ de tout, de ma carrière de MMA. C'est-à-dire que après, en fait, avant ce combat-là, pour moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Je me disais, non, il faut pas que je perde, il faut absolument que je sois champion du monde. C'est maintenant ou jamais. Et le fait d'avoir perdu, comme on dit vulgairement, c'est une claque dans la tronche que tu prends. Il y a deux manières de réagir. C'est un peu quand on tombe du cheval, soit on se relève, soit on y retourne, soit on n'y retourne plus jamais. Et non, moi j'ai pris le problème à l'envers. Et ça a été vraiment le facteur déclenchant de me dire aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu combats pour toi. Et ça a changé des choses parce que même au niveau de la confiance en moi, maintenant, je sais qu'après ce combat, ça a duré peut-être 6 mois où j'étais encore un peu dans le flou, mais je savais qu'un jour j'allais remonter et quand j'allais remonter dans la cage ou sur le ring, j'allais avoir une confiance en moi. J'avais extrait en fait un peu toute la pression et tous les démons qui m'entouraient autour de voilà, le fait de pas avoir le droit à l'erreur, si tu veux. Donc du coup, en fait, grâce à ce combat, t'as fait une grande introspection sur toi et ça t'a ça t'a boosté derrière incroyablement, quoi. Ah, exactement. Et pour tout, même ça a changé aussi beaucoup de choses dans ma vie. Après ce combat-là, il y a des choses que j'osais pas faire dans la vie, mais comme on dit, quand la porte elle était fermée, avant ce combat-là, j'osais pas l'ouvrir. Alors qu'aujourd'hui, non, je suis capable de défoncer la porte et d'y aller. C'est ce que je dis toujours et à beaucoup de personnes. Ce combat-là m'a fait gagner 10 ans de maturité et m'a fait gagner 10 combats professionnels dans une cage. Vraiment. Puis ça me fait penser un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure et ça me fait écho, ça résonne.
quand tu parlais de que ta couleur préférée c'était le noir et que ça permettait de passer du noir à la lumière, c'est un petit peu ça quoi. À l'échec, on peut considérer que c'est un peu noir. Finalement, on descend très bas et puis finalement ça ouvre vers du meilleur quoi. C'est quand on a introspecté après les raisons de l'échec quoi et comment on peut exactement. On peut progresser. Est-ce que tu as qu'est-ce qui te motive en fait? Dire quelles sont tes motivations intrinsèques à aller t'entraîner, aller dans la cage, comment tu fais pour motiver déjà tes actions, tu te lances des défis, tu as des caps, tu as un plan pour réussir, comment tu t'y prends? Alors, mais ma première motivation, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le plaisir. Le jour où je prends plus de plaisir, j'arrêterai. Et, c'est le plaisir, comme tu dis, c'est la fixation des objectifs, c'est de se dire, aujourd'hui, par exemple, j'ai signé à Hexagone MMA. Donc, j'ai signé pour ce qu'on appelle un multi-fight, multi-deal. Donc, c'est pour 3 combats. Et c'est comme quand j'allais courir à l'époque, quand je faisais des sorties longues sur du 5 ou 10 kilomètres, j'ai toujours été compétiteur avec moi-même. C'est-à-dire que même quand je vais courir, j'ai mon chrono, il faut toujours que je fasse meilleur que ce que j'ai fait la fois d'avant. C'est de se challenger personnellement. Et ce qui est important aussi, c'est la relation aussi avec le groupe, parce qu'on dit souvent que le MMA c'est un sport qui est individuel, mais en vérité c'est un sport qui est collectif. Et tout ça, ça va ensemble, parce que quand je suis à l'entraînement, que je vois mon frère, que je vois mes partenaires d'entraînement, qui sont toujours dans le soutien. Ouais, on va t'aider, on va aller là, on va aller avec toi, ici. Donc c'est vraiment des facteurs qui motivent. Et il y a toujours aussi la carotte au bout du nez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai signé pour 3 combats à l'Hexagone, il m'en reste encore 2 à faire, dont un le 26 février à l'Arena de Reims. Et si je ressors vainqueur de ce combat, c'est aussi j'aimerais pouvoir être éligible à la ceinture de cette organisation prestigieuse telle qu'Hexagone. C'est un peu la carotte quoi, de se dire on a le Graal qui est au bout, c'est-à-dire la ceinture de l'événement, c'est le Graal de l'organisation. Donc j'aimerais me dire après ce combat-là, allez go, on va aller combattre pour cette ceinture-là. Donc c'est toujours essayer d'élever son niveau en fait. C'est très important. Ok, je vois comment tu te motives et c'est assez intéressant. Donc du coup, finalement, tu te fixes des caps, des objectifs à atteindre, et c'est ce qui te permet de nourrir ta motivation. Après, je pense que comme tous les athlètes, la motivation, elle est aussi nourrie par cette notion de sentir qu'on progresse. Et c'est souvent à l'entraînement qu'on le sent, ça aussi, la notion on sent qu'on progresse et qu'en plus on prend du plaisir. Forcément, la motivation, elle est à son summum, quoi. La progression est d'apprendre aussi de nouvelles choses. Ça, c'est toujours extraordinaire quand on démontre une technique, après ton partenaire il dit non, je ferais plutôt ci ou plutôt comme ça. Ah ok, d'accord, toi tu ferais comme ça. Ok. Donc c'est toujours de l'apprentissage en fait, de la remise en question. C'est de la progression globale, de la progression personnelle. Oui, et puis finalement ça vient aussi ces 2 aspects-là sont presque plus nourrissants que le résultat final, parce que le résultat final finalement il dépend de tellement de choses, mais bien sûr. Mais dans le contexte, on n'est pas à l'abri de perdre, même si on s'est bien entraîné. Enfin voilà, il y a plein de choses. Alors que finalement, la notion de progression, elle est vraiment, elle dépend que de nous, quoi. Elle dépend de notre travail, de notre investissement. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler. Ça aussi, j'en parle parce que c'est important de le rappeler à la jeunesse, peut-être qui nous écoute. C'est que voilà, il y a pas que le résultat qui compte. Même s'il est important à la fin, c'est une satisfaction de tous les efforts qu'on a fait. Mais c'est aussi
sentir qu'on prend du plaisir et qu'on progresse à chaque entraînement et qu'on va vers l'objectif. Et puis finalement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, t'as peut-être perdu un combat, mais il t'a servi pour progresser et puis aujourd'hui t'en gagnes d'autres et ça t'a permis de passer à un tremplin. Exactement. J'ai envie de parler un peu de tes émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de connaître du stress ou de la pression? Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, plus en début de carrière, euh, le sentiment de stress, surtout dans les premières compétitions que j'ai fait. Donc, je me rappelais, c'était toujours les compétitions et bizarrement, c'est les compétitions de préhension. Donc, pas de percussion. C'est vraiment de me dire, ouais, je suis sur un tournoi, je vais devoir faire 5 combats dans la journée pour pouvoir gagner. On sait pas qui t'affronte. Donc, c'était des fois omnibulé par le stress. Et le stress, il se traduisait par voilà le manque de cardio, la frustration, le fait aussi de stresser, de prendre des choses qu'on prend pas à l'entraînement, ça peut être une projection, et ensuite tomber dans l'énervement parce on devient vite énervé quand on n'arrive pas à produire ce qu'on veut à cause du stress. Donc oui, les émotions, ah ouais, j'en ai connu des joies aussi. Donc mais c'est vraiment ce sentiment-là, des fois, de cet énervement dans le combat et de ne pas produire, ne pas arriver à produire ce que j'arrivais à produire aux entraînements. C'est ce qui me bridait un peu en début de carrière. Alors justement, c'est une super, le manque d'expérience. Ouais, c'est une super opportunité là que tu m'offres de te poser la question de comment tu t'y es pris du coup pour dépasser tout ça. Là, après je suis une personne qui me remet énormément en question. C'est-à-dire même encore aujourd'hui sur tous les combats, je les regarde, je les analyse. Donc sur une partie technique, mais sur une partie l'avant-combat, la préparation, je fais toujours un débriefing. Et par contre, je l'ai toujours fait en début de carrière, même en début de carrière. Donc j'ai compris en fait que donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pas combattre pour les autres et sur le combat en lui-même, de se dire d'accord, ok, là t'es en train de t'énerver, comme souvent dans la vie, plus tu vas t'énerver, moins ça va fonctionner. Moins t'as envie de dormir, plus tu veux forcer à vouloir dormir, moins tu vas y arriver. Laisse les choses aller. Pas grave. Prends ta projection, continue à travailler comme un entraînement, pose-toi, respire, calme-toi. Par exemple, dans les compétitions de jiu-jitsu brésilien ou de grappling, des fois, je fermais les yeux. Je fermais les yeux en plein combat pour essayer de retrouver une concentration que j'avais à l'entraînement parce que je l'avais travaillé et de me dire, ok, respire, concentre-toi, récupère des sensations. Et là, à partir de là, c'est vraiment des choses qui me débloquaient en combat. Et vous savez, de se dire un petit peu ce mot qui va être un facteur déclenchant. Moi, quand j'étais en grappling, en jiu-jitsu, quand j'étais en panique, je fermais les yeux et je me disais ok, c'est bon. Et à partir de là, je retrouvais toute ma lucidité. Donc ça a été un peu plus tard quand même dans ma carrière. Mais c'était mon mot, c'est de me dire, je ferme les yeux, je respire, ok, c'est bon. Et j'avais tous mes schémas tactiques, techniques qui c'est une sensation bizarre, hein, toute la lucidité qui se réimprégnait dans mon cerveau. Et puis là, c'était parti, quoi. C'était ma méthode à moi. Oui, donc du coup, si je synthétise vraiment, en fait, finalement, tu fais pas mal appel aux ancrages positifs que tu avais acquis à l'entraînement et que finalement, tu as su aller rechercher dans les moments où tu en avais besoin, pouvoir te dire, finalement, voilà, tu étais capable, tu avais la compétence, tu savais faire, tu l'avais répété des millions de fois et finalement, l'utilisation d'une respiration peut-être pour te calmer, pour voilà, comment dire, venir un petit peu faire descendre un peu le rythme cardiaque, et puis finalement être lucide pour savoir ce que tu allais mettre en place en termes d'action, quoi. Exactement. Et ouais, le mot, le facteur déclenchant, alors moi c'était ok, c'est bon,
tu peux y aller. Après, voilà, moi, c'était ma technique, c'était vraiment ça. Ok, c'est bon. Et là, c'est comme si une autre personne s'emparait de moi, mais c'était la personne Damien de l'entraînement, quoi. Et là, après, j'étais totalement libéré. Et Non, en général, ça coulait plutôt, quoi. Ça me fait penser un petit peu à la technique des karatékas quand ils rentrent au combat. Souvent, il faut une respiration hyper dynamisante pour quand ils vont au combat. Et finalement, tu t'es beaucoup servi de tous les arts martiaux que tu as pratiqués. Et finalement, tu en as fait une sorte de compilation qui aujourd'hui te sert, qui t'a fait mûrir en tant qu'athlète MMA, mais aussi dans ta préparation mentale. J'ai l'impression que tu te sers de tout ce que tu as pu acquérir dans chaque discipline. Bah, bien sûr. Parce que les sports de préhension, c'est pas les mêmes difficultés pugilistiques qu'on va rencontrer quand on fait des sports à percussion. Les sports à percussion, il y a des coups, ça fait plus mal. Donc en fait, c'est vraiment l'ensemble ce cocktail un peu qu'on vient mélanger pour faire après du mix martial art, donc le MMA. Et je me suis servi de tous les inconvénients, de tous les avantages de tous les sports, ne serait-ce qu'en termes mental, hein, parce qu'on n'aborde pas un combat de jiu-jitsu brésilien comme on aborde aussi un combat de Muay Thai. Hein. Donc j'ai mixé en fait un peu tout ça dans ma tête pour pouvoir aujourd'hui rentrer dans une cage quand même franchement très serein, très serein. Bon, en tout cas, c'est avoir aussi assez de confiance en moi pour me dire dans le combat de MMA, si on va faire plus de percussions dans la cage, ça me convient. Si on va plutôt se coller et être dans la préhension, ça me convient aussi. Je peux être aussi sur le dos, lui au-dessus, ça me convient aussi. Donc c'est vraiment grâce à toute l'expérience que j'ai emmagasiné dans toutes les disciplines qui me permet d'avoir ce confort en combat et de me dire peu importe où le combat sera mené, je sais ce qu'il faut faire et je serai, quoi qu'il arrive, à l'aise. Ah ouais, on comprend que t'as su acquérir dans toutes les disciplines finalement de quoi t'adapter à tous les adversaires que tu rencontres. Exactement. Allez, une petite dernière question et puis après je te laisserai conclure cet épisode. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Non, alors il faut rien lâcher. Oui, c'est souvent l'expression qu'on donne, mais moi c'est ce que je dis toujours. Des fois, il faut lâcher la prise pour en avoir une une meilleure. Donc rien lâcher, oui, dans un sens où oui, parce qu'en fait rien lâcher, c'est aussi de se dire des fois être trop têtu et vous savez quand il y avait les problèmes de mathématiques qu'on n'arrivait pas à comprendre, on veut y arriver pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on n'y arrivera pas. On passe une nuit, la nuit porte conseil, le lendemain on trouve la solution. Alors des fois il faut savoir aussi lâcher prise. Donc dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi après mes combats j'ai besoin de couper net avec le MMA, mais je regarde pas du tout ce qui se passe, donc je suis plus du tout l'actualité. Je ne m'entraîne pas en MMA, je vais à la natation, je vais marcher, je vais faire de l'escalade, je fais quelque chose vraiment de tout autre pour avoir ce lâcher prise au point de vue mental, au point de vue physique, pour pouvoir mieux repartir. Donc rien lâcher. Alors dans la définition, oui et non. Voilà. Enfin moi, ma perception des choses. Bon, en tout cas, c'est merci. Comme en escalade. Des fois, on a l'impression on doit passer par ce chemin-là. Et en vérité, non. Si on pose sa main sur notre prise, peut-être qu'on va pouvoir avancer plus vite ou d'une façon un peu plus qualitative. Écoute, merci pour cette vision finalement qui est assez éclairante, en tout cas de ton point de vue. Et c'est vrai que très souvent je pose cette question parce que elle vient souvent faire réagir les personnes que j'invite d'une manière un petit peu différente.
Alors du coup, on arrive sur le. Déjà, je tenais à te remercier pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Et puis, j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mon invité. Et du coup, si tu as quelque chose un message à faire passer, quelque chose à dire à la jeunesse, quelque chose à dire aux gens qui pratiquent le MMA, ou aux athlètes, ou aux gens qui ont besoin de venir se faire soigner chez un naturopathe parce qu'ils ont des douleurs articulaires et musculaires. Écoute, je te laisse la parole. Vas-y, allez à toi. Alors déjà, je tenais à te remercier pour cette invitation parce que ça me permet de m'exprimer et c'est toujours intéressant ce genre d'échange. J'ai trouvé ça des questions qu'on m'a jamais posées dans différentes interviews ou podcasts, donc ça change. Donc je suis très très content de l'avoir fait. Je te remercie encore. Et donc pour le mot de la fin, sur la partie surtout combat, je dirais croyez en vous, croyez en vos rêves surtout, c'est très important. Quand vous êtes persuadé de pouvoir y arriver, ne vous laissez pas influencer par des gens qui sont après c'est ma perception des choses, qui sont un peu trop conventionnels. Non, fais pas de MMA, fais pas de la peinture, sois pas artiste, parce que MMA c'est des artistes martiaux, donc les combattants. Donc vous laissez pas influencer. Si vous croyez en vous, allez jusqu'au bout. Par contre, donnez-vous les chances et les moyens de réussir. Faut pas y aller en demi-teinte, faut y aller à fond. Soyez entouré des bonnes personnes surtout. Remettez-vous en question, ça c'est très important. Essayez toujours de progresser. Et on avait aussi abordé le sujet de la récupération. Il n'y a pas que l'entraînement qui compte. Alors comme on disait tout à l'heure, rien lâcher c'est bien, mais des fois il faut lâcher pour pouvoir récupérer. Donc voilà, ça peut être chez un naturopathe comme moi, qui pratique aussi les massages comme je fais, massage sportif, récupération, etc. Ça peut être la cryothérapie, ça peut être le hammam, ça peut être le sauna, ça peut être la récupération par l'alimentation, d'accord, par la phytothérapie, le soin par les plantes. Donc attelez-vous, intéressez-vous, parce que c'est pas dans l'effort qu'on est fort, d'accord. C'est surtout quand le corps se repose qui va être le plus fort, d'accord. Donc c'est attelez-vous à penser aux méthodes de récupération. Donc c'est très important, et surtout, je le dis encore une fois, croyez en vos rêves, et vous êtes l'artisan et l'architecte de votre propre réussite. Voilà. Bon, super mot de la fin. Merci beaucoup encore à Damien pour ton temps, pour cette interview. Et puis écoute, je te souhaite un bon combat le 26 février à Arras. Et encore merci. Merci. D'accord, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. C'était Damien Losco-Rémy pour cet épisode du podcast Parlons de votre mental. J'espère que celui-ci vous aura inspiré. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify et Kno-Minute pour nous aider à la visibilité du podcast. Merci pour votre soutien et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à aller soutenir notre invité du jour lors de l'Hexagone MMA numéro 3 qui aura lieu à Reims le 26 février. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.